AO 479 avant Jésus-Christ. La Grèce saigne. Athènes n'existe plus, réduite en cendres pour la deuxième fois en un an par les armées perses. Les Thermopyles ont vu mourir Léonidas et ses 300 Spartiates. Marathon semble déjà loin, un simple répit avant la tempête finale. Xerxès, le grand roi des Perses, a juré d'écraser ces cités grecques qui osent défier son empire s'étendant de l'Inde à l'Égypte. Pourtant, au pied du mont Cithéron, près d'une petite ville béotienne appelée Platée, une armée grecque se rassemble, 40 000 hommes. Peu, être moins selon les estimations modernes, face à une force perse 3 fois supérieure. Ce qui se joue là, personne ne le sait encore vraiment, mais les dés du destin sont lancés. La civilisation occidentale telle que nous la connaissons va se décider en quelques heures de combats acharnés. 1 an plus tôt, la flotte grecque a remporté une victoire inespérée dans les eaux étroites de Salamine. Les navires perses, trop nombreux pour manœuvrer efficacement dans le détroit, se sont entrechoqués, offrant une cible facile aux trirèmes athéniennes. Thémistocle, le stratège athénien, a su transformer l'infériorité numérique en avantage tactique. Xerxès a assisté au désastre depuis son trône doré installé sur une colline. Son armada invincible coulait sous ses yeux, emportant avec elle ses rêves de conquête rapide. Mais la victoire de Salamine, aussi spectaculaire soit-elle, n'a rien réglé sur terre. L'immense armée perse occupe toujours la Grèce centrale. Xerxès, humilié et furieux, a pris une décision calculée. Il est reparti en Asie avec la majeure partie de ses troupes, mais a laissé derrière lui son meilleur général, un homme qu'il considère capable d'achever ce qu'il a commencé, Mardonios. Mardonios n'est pas un soldat ordinaire, apparenté à la famille royale achéménide par son mariage avec Artazostre, fille de Darius. C'est un vétéran aguerri qui a déjà mené des campagnes en Thrace. Les Grecs le connaissent et le redoutent. Sa réputation de tacticien brillant le précède. Xerxès lui a confié ce qui reste de l'armée d'invasion. Selon Hérodote, 300 000 hommes, bien que les historiens modernes parlent plutôt de 70 000 à 120 000 soldats. Peu importe le chiffre exact, la force reste écrasante. L'hiver 480-479 s'écoule en manœuvres diplomatiques. Mardonios installe ses quartiers en Thessalie et lance une offensive de charme vers Athènes. Son calcul est simple, diviser pour mieux régner. Si Athènes, la cité qui a mené la résistance navale, accepte de faire la paix, toute la coalition grecque s'effondrera. Il envoie Alexandre de Macédoine comme émissaire avec une offre généreuse. L'autonomie, la reconstruction de la ville, des terres supplémentaires et bien sûr, l'amitié du grand roi. Les Athéniens délibèrent. Leur ville est en ruine, leurs femmes et enfants réfugiés à Salamine et Trézène, leurs terres ravagées. L'offre perse semble presque raisonnable. Presque. Mais les émissaires spartiates, arrivent au bon moment, promettant enfin le soutien militaire terrestre que Sparte a tant tardé à fournir. La réponse d'Athènes à Mardonios est sans appel. Tant que le soleil brillera dans le ciel, jamais la cité ne pactisera avec celui qui a brûlé ses temples et massacré son peuple. Au printemps 479, Mardonios reprend l'offensive. Puisque la diplomatie a échoué, la terreur fera l'affaire. Il envahit l'Attique pour la 2e fois. Les Athéniens, qui avaient commencé à reconstruire, doivent à nouveau tout abandonner. Les femmes, les enfants, les vieillards reprennent le chemin de l'exil. Athènes tombe une fois de plus. Cette fois, Mardonios ne se contente pas de piller. Il rase tout ce qui reste debout. Chaque temple, chaque maison, chaque mur est détruit pierre par pierre. Le message est clair. Voilà ce qui attend ceux qui défient la Perse. Mais Mardonios est trop intelligent pour s'attarder à Athènes. La ville vide ne lui sert à rien. Il cherche un terrain favorable pour la bataille décisive qu'il sait inévitable. Son atout principal, c'est sa cavalerie. Les cavaliers perses, mèdes et bactriens sont parmi les meilleurs au monde. En terrain découvert, ils peuvent harceler l'infanterie grecque, briser ses formations, transformer une phalange organisée en troupeaux affolés. Il choisit la Béotie. Au sud de Thèbes, près de Platée, s'étend une plaine bordée par la rivière Asopos. L'endroit est parfait, assez plat pour que la cavalerie puisse manœuvrer, assez vaste pour déployer ses forces nombreuses. Il y fait construire un camp fortifié avec des palissades de bois.
Ses ingénieurs travaillent jour et nuit pour créer une forteresse capable d'abriter toute l'armée. Le camp mesure plusieurs kilomètres de long, protégé par des fossés et des remparts. C'est une base d'opération imprenable, d'où Mardonios peut contrôler toute la région. Les Thébains, qui ont choisi le camp perse, lui fournissent des renforts. La Béotie devient territoire ennemi pour les autres Grecs. Mardonios attend, patient, confiant. Il sait que les Grecs devront venir à lui. Ils ne peuvent pas laisser une armée perse camper indéfiniment au cœur de leur pays. Et quand ils viendront, il les écrasera sur le terrain de son choix. À Sparte, l'alerte est donnée. Les efforts, les magistrats qui gouvernent la cité comprennent enfin que le Péloponnèse n'est plus à l'abri. Si la Grèce centrale tombe définitivement, si Athènes capitule, Sparte se retrouvera seule face à la puissance perse. Le débat fait rage dans la cité austère. Certains veulent se retrancher derrière l'isthme de Corinthe et défendre uniquement le Péloponnèse. D'autres, plus lucides, réalisent qu'un tel isolement serait suicidaire. C'est Chiléos de Thégée qui fait pencher la balance. Invité à Sparte pendant les festivités de l'Hyacinthe, il prend la parole devant l'assemblée. Ces mots résonnent dans le silence. Si Athènes tombe, toute la Grèce suivra. Les Perses ne s'arrêteront pas. Ils viendront pour Corinthe, pour Mégare, pour Sparte elle-même. L'isthme n'est pas une protection, c'est une illusion. La seule solution, c'est de frapper maintenant, ensemble, tant que l'alliance tient encore. Les Spartiates prennent leur décision. Ils vont mobiliser, et pas seulement quelques régiments. Toute la force militaire de Lacédémone sera engagée. 10 000 Spartiates, l'élite des hoplites, accompagnés de 30 à 35 000 supplétifs recrutés parmi les Périèques et les Ilotes. Jamais Sparte n'a levé une armée aussi massive. Le commandement est confié à Pausanias. Le choix est logique mais audacieux. Pausanias n'est pas roi. Il est régent, tuteur du jeune Pléistarque, fils de Léonidas tombé aux Thermopyles. À 30 ans, c'est un homme encore jeune mais déjà expérimenté, neveu de Léonidas. Il porte le poids du nom de sa famille. Son oncle est mort héroïquement en retardant l'armée perse pendant 3 jours. Pausanias doit maintenant achever ce que Léonidas a commencé. Arrêter définitivement l'invasion. Pausanias n'est pas un romantique. Les sources le décrivent comme un homme calculateur, ambitieux, parfois arrogant, mais il possède un talent indéniable pour la stratégie. Il comprend que cette bataille ne sera pas gagnée par le courage seul. Il faudra de la discipline, de la patience et surtout maintenir l'unité fragile de l'alliance grecque. Car pendant que Sparte mobilise, d'autres cités répondent à l'appel. Athènes envoie 8 000 hoplites, un effort remarquable pour une ville 2 fois évacuée en 1 an. Ces hommes sont ceux qui ont combattu à Marathon et survécu à Salamine. Ils ont vu leurs maisons brûlées, leurs temples profanés. Leur motivation n'a pas besoin d'être stimulée. Corinthe, Mégare, Épidore, Trézène, Égine, Phlyonte, Chalcie envoient leurs contingents. Même Platée, la petite cité au pied de laquelle la bataille va se jouer, fournit ses hommes. Au total, l'armée grecque rassemble environ 40 000 combattants selon les estimations modernes, bien qu'Hérodote parle de 110 000. C'est la plus grande force que les Grecs aient jamais réunie. Pour des cités habituées à se battre entre elles, capables de mobiliser au mieux quelques milliers d'hommes pour leur guerre locale, c'est un exploit logistique sans précédent. Nourrir, équiper, coordonner une telle masse d'hommes venus de dizaines de cités différentes, chacune avec ses traditions, ses officiers, ses rivalités, relève du miracle. L'armée se met en marche au début de l'été. Elle franchit l'isthme de Corinthe, remonte vers Éleusis, puis s'engage dans les cols du mont Cithéron. Chaque hoplite porte son armure de bronze, son bouclier rond, sa lance et son épée courte. L'équipement pèse facilement 20 kilos. Les colonnes avancent lentement dans la chaleur estivale, soulevant des nuages de poussière. Les éclaireurs rapportent que les Perses sont installés au nord, près de Platée. Pausanias fait halte sur les hauteurs du Cithéron. D'en haut, il peut voir toute la plaine. Le camp perse s'étend au loin, immense, grouillant d'activité. Les feux de camp brillent la nuit comme une constellation tombée sur terre. Entre les Grecs et les Perses coule l'Assopo, une rivière aux eaux froides venue du Cithéron. Pausanias étudie le terrain avec ses officiers. Son plan commence à prendre forme. Pausanias descend des hauteurs du Cithéron et prend position sur les contreforts, surplombant la position perse. C'est une décision stratégique cruciale.
Sur ce terrain accidenté, la cavalerie perse perd son avantage. Les charges de cavalerie ont besoin d'espaces plats pour prendre de la vitesse et percuter avec force. Sur des pentes rocailleuses, parsemées de buissons et de ravins, les chevaux deviennent une vulnérabilité plutôt qu'une force. Mardonios observe la manœuvre depuis son camp. Il comprend immédiatement le problème. Les Grecs ne descendront pas dans la plaine de leur plein gré. Ils vont rester là-haut, à l'abri, le forçant soit à attaquer en montant, soit à attendre indéfiniment. Attaquer en montant serait du suicide. L'infanterie perse, plus légère que les hoplites, ne peut pas espérer briser une phalange installée en hauteur. Quant à attendre, c'est donner aux Grecs tout le temps nécessaire pour renforcer leur position. Le général perse décide d'essayer autre chose. Si la montagne ne vient pas à Mardonios, Mardonios enverra sa cavalerie à la montagne. Il ordonne une attaque de reconnaissance en force. Des milliers de cavaliers se lancent vers les positions grecques, remontant les pentes, harcelant les lignes, cherchant une faiblesse. Les flèches perses obscurcissent le ciel, retombent en pluie mortelle sur les Grecs. Mais les hoplites tiennent bon. Leurs grands boucliers de bronze, les fameux aspis, forment un mur continu. Les armures dévient la plupart des flèches. Quelques hommes tombent, mais la ligne ne rompt pas. Les archers athéniens ripostent. Un combat confus s'engage dans les pentes. C'est alors que Masistios, le commandant de la cavalerie perse, commet une erreur fatale. Emporté par l'élan du combat, il s'aventure trop près des lignes grecques. Son cheval, magnifique destrier caparaçonné d'or, est touché par une flèche. L'animal s'effondre, projetant Masistios au sol. Les hoplites grecs se jettent sur lui. Masistios se bat avec rage, son armure dorée étincelant au soleil, mais il est submergé par le nombre. Une lance trouve la seule partie vulnérable de son corps, son œil, et le perce jusqu'au cerveau. Le commandant perse s'effondre. Les Grecs s'emparent de son corps et le ramènent en triomphe vers leur ligne. La mort de Masistios est un coup terrible pour le moral perse. C'était un chef respecté, voire aimé de ses hommes. Mardonios envoie des héros réclamer le corps, offrant une rançon. Pausanias refuse. Au contraire, il fait exposer le cadavre de Masistios, revêtu de son armure d'or, pour que toute l'armée grecque puisse le voir. Le message est clair. Les Perses ne sont pas invincibles. Leurs chefs peuvent tomber comme n'importe quel mortel. Enhardis par cette petite victoire, les Grecs descendent légèrement de leurs positions initiales. Ils s'installent sur une crête plus près du camp perse, toujours en terrain élevé, mais avec un meilleur accès à l'eau et aux routes de ravitaillement. Les Spartiates et les Tégéens occupent l'aile droite, position d'honneur dans l'armée grecque. Les Athéniens prennent l'aile gauche, l'autre position prestigieuse. Les autres contingents se répartissent au centre. Face à eux, Mardonios déploie ses forces. Les Perses tiennent l'aile droite, face aux Spartiates. C'est logique. Les deux meilleures troupes des deux camps se font face. Au centre, il place les Mèdes, les Bactriens, les Indiens, les Sacas, toutes les nations de son empire bariolé. À gauche, il positionne ses alliés grecs, les Thébains, les Macédoniens, d'autres Béotiens qui ont choisi le camp perse. Sa cavalerie se tient légèrement en retrait, prête à frapper sur les flancs si l'occasion se présente. Les deux armées se font face. Aucune ne bouge. Les jours passent. 2, 3, 5, 8 jours. La situation ressemble étrangement à Marathon. 10 ans plus tôt. Les hoplites grecs ne veulent pas descendre dans la plaine où la cavalerie perse pourrait les encercler. Les Perses ne veulent pas attaquer en montant où leur infériorité en infanterie lourde les condamnerait. C'est une guerre de patience, de nerfs, une épreuve de volonté autant que de force. Mardonios, cependant, n'est pas homme à rester passif. Si les Grecs ne viennent pas à lui, il va les forcer à bouger. Il lance sa cavalerie dans des raids incessants. Les cavaliers perses galopent jusqu'aux arrières grecs, attaquent les convois de ravitaillement qui remontent depuis l'isthme de Corinthe. Les chariots chargés de grains, d'huile, de vin sont pillés ou incendiés. Les Grecs commencent à avoir faim, puis Mardonios porte un coup encore plus vicieux. Ses cavaliers localisent la source Gargaphia, la principale source d'eau dont dépendent les Grecs. Dans une attaque nocturne audacieuse, ils parviennent à souiller la source, jetant des cadavres d'animaux et des déchets dans l'eau. Au matin, quand les Grecs viennent puiser, ils découvrent une eau brunâtre, nauséabonde, imbuvable. La situation devient critique. 40 000 hommes sans eau dans la chaleur d'où,
C'est une catastrophe qui se prépare. Pausanias réunit son conseil de guerre. Les débats sont tendus. Certains veulent se replier vers le Cithéron, d'autres proposent d'attaquer immédiatement avant que la soif ne rende l'armée incapable de combattre. Pausanias écoute tous les avis, puis prend sa décision. Ils vont se replier, mais vers Platée, vers une position appelée l'île, une zone entre deux bras d'un cours d'eau où ils pourront avoir de l'eau en abondance et être protégés sur leurs flancs. Le repli est ordonné pour la nuit. C'est une manœuvre complexe et dangereuse. Déplacer 40 000 hommes dans l'obscurité, en terrain inconnu, sans que l'ennemi ne s'en aperçoive, relève de l'exploit. Pausanias ordonne le silence absolu, pas de feu, pas de bruit. La retraite commence après minuit, mais rien ne se passe comme prévu. Dans l'obscurité, les unités perdent le contact. Certains officiers, mal informés ou désobéissants, mènent leurs hommes dans la mauvaise direction. Le centre de l'armée, au lieu de se diriger vers l'île, se retrouve presque aux portes de Platée, bien plus loin que prévu. D'autres contingents s'égarent complètement dans les collines. Au lever du jour, l'armée grecque est dispersée en 3 groupes séparés. Le centre est près de Platée. L'aile gauche athénienne est restée en arrière, encore proche de l'ancienne position. L'aile droite, spartiate et tégéenne, avec Pausanias lui-même, se trouve isolée près du temple de Déméter, à mi-chemin entre les 2 autres groupes. La cohésion de l'armée grecque s'est désintégrée en une seule nuit. L'aube révèle aux éclaireurs perses un spectacle inespéré. Les positions grecques sont vides, les feux de camp sont éteints. Il n'y a plus personne sur les hauteurs où, la veille encore, se tenait une armée de 40 000 hommes. Les éclaireurs galopent vers le camp perse pour apporter la nouvelle. Les Grecs battent en retraite. Ils fuient. Mardonios ne peut pas en croire ses oreilles. Il fait vérifier l'information. Ses éclaireurs confirment. Les Grecs se replient vers Platée dans le désordre. Leurs colonnes sont fragmentées, séparées les unes des autres. C'est le moment qu'il attendait. La coalition grecque se désintègre sous ses yeux. Le général perse convoque ses officiers. Sa décision est prise en quelques minutes. Il va attaquer immédiatement avant que les Grecs ne puissent se regrouper. Sa stratégie initiale, attendre que les dissensions internes brisent l'alliance, semble porter ses fruits. Maintenant, il peut achever le travail. Il ordonne à toute l'armée de se préparer. Dans 1 heure, ils se lanceront à la poursuite des Grecs. Certains de ses officiers sont moins enthousiastes. Artabase, un des généraux perses, exprime des doutes. Il commande un contingent d'environ 40 000 hommes, gardant une partie du camp. Il pense que les Grecs ne fuient peu, être pas vraiment, que c'est peu, être une manœuvre. Mardonios balaie ses objections. Il connaît les Grecs. Il a vu comment ils se disputent, comment chaque cité veut commander, comment l'orgueil les divise. Cette retraite nocturne chaotique confirme ce qu'il a toujours pensé. Les Grecs ne peuvent pas maintenir une grande armée unifiée. Ils sont faits pour les petites guerres entre voisins, pas pour les grandes batailles. Les trompettes résonnent. L'armée perse se met en mouvement. Les premiers à sortir du camp sont les unités d'élite de Mardonios, 10 000 fantassins choisis parmi les meilleurs, ceux qu'on appelle les immortels. Derrière eux vient le reste, Mèdes, Bactriens, Indiens, Sakas, une marée humaine qui déferle hors du camp fortifié. Mardonios chevauche en tête sur son magnifique cheval de Nisée, ses destriers réputés dans tout le monde antique. Il porte son armure d'apparat, dorée, ornée de pierreries. Autour de lui, ses gardes du corps, tout nobles perses, forment un carré protecteur. Les bannières claquent au vent. L'armée avance rapidement, presque au pas de course. L'objectif est clair. Rattraper les Spartiates avant qu'ils ne puissent se rejoindre le reste de l'armée grecque. Du côté grec, la situation est effectivement catastrophique. Pausanias, près du temple de Déméter, voit l'armée perse approcher. Il n'a avec lui que 10 000 Spartiates et 1000 Tégéens. Le reste de l'armée est hors de vue. Il envoie immédiatement un messager galoper vers les Athéniens. « Venez nous soutenir, nous sommes attaqués. » Mais les Athéniens sont à plusieurs kilomètres. Pire, ils ont leurs propres problèmes, car Mardonios n'est pas le seul à attaquer. Les alliés grecs des Perses, les Thébains en tête, se sont lancés contre l'aile gauche athénienne. 5 000 hoplites béotiens, combattant en phalange comme les Athéniens, chargent leurs compatriotes. C'est une guerre civile dans la guerre, Grecs contre Grecs. Les Athéniens ne peuvent pas aider les Spartiates.
Ils doivent d'abord survivre à leur propre bataille. Pausanias est seul. 11 000 hommes contre peu, être 70 000 Perses. Les chiffres sont contre lui. Le terrain aussi. Il est en légère pente, certes, mais la zone autour du temple de Déméter est assez plate pour que la cavalerie perse puisse charger. Il n'y a nulle part où fuir. Derrière, c'est la plaine ouverte, un terrain de chasse idéal pour la cavalerie. Devant, l'armée perse approche. Mais Pausanias n'est pas arrivé au commandement par hasard. Il analyse rapidement la situation. Les Perses, dans leur hâte, attaquent en désordre. Leur ligne n'est pas formée correctement. Ils courent presque, emportés par l'excitation de la chasse. Ils pensent poursuivre une armée en déroute. Ils vont découvrir leur erreur. Le régent spartiate ordonne à ses hommes de former la phalange. Les hoplites se placent en rang serré, bouclier contre bouclier, lance pointée vers l'avant, 8 rangs de profondeur, la formation classique spartiate. Les hommes du premier rang plantent la base de leur lance dans le sol, inclinant la pointe vers l'ennemi. Les rangs suivants tiennent leur lance en arrêt, prêts à frapper par-dessus les épaules de leurs camarades. La phalange spartiate devient un hérisson d'acier, immobile, silencieux, mortel. Pausanias attend. Les Perses se rapprochent. 100 mètres, 50 mètres. Les archers perses commencent à tirer. Les flèches pleuvent sur les Spartiates. Certains hommes tombent, touchés au visage ou aux jambes, les parties non protégées par l'armure. Mais la ligne tient. Les hoplites soulèvent leurs boucliers, créant un toit protecteur. Les flèches rebondissent sur le bronze avec un bruit de grêle sur un toit de métal. Les Perses, voyant que les flèches ne suffisent pas, chargent. Les fantassins d'élite de Mardonios se jettent sur la phalange spartiate avec un courage désespéré. Ils portent des armures d'écailles, des boucliers d'osier, des lances plus courtes que celles des Grecs. Au corps à corps, ils sont désavantagés. Les lances grecques, longues de 2,50 m, transperçant les Perses avant qu'ils ne puissent atteindre les Spartiates. Ceux qui parviennent à franchir ce mur de fer se heurtent aux boucliers grecs, massifs, capables d'arrêter une charge. Le combat devient une boucherie. Les Perses ont le courage, le nombre, l'élan. Les Spartiates ont l'entraînement, l'équipement, la discipline. Depuis l'enfance, ces hommes ne font qu'une chose, s'entraîner pour la guerre. Ils savent combattre en formation, remplacer un camarade tombé sans briser la ligne, utiliser leur bouclier comme une arme autant que pour se protéger. La phalange spartiate n'est pas une simple formation militaire. C'est une machine de guerre vivante, rodée par des décennies de tradition. Mardonios voit ses hommes se briser contre cette muraille humaine. Il comprend son erreur. Il a sous-estimé l'adversaire. Ces Grecs ne fuient pas, ils combattent. Et ils combattent bien. Mais il est trop tard pour reculer. Il est engagé maintenant. Toute son armée est lancée dans la bataille. Il doit gagner ou mourir. Le général perse prend une décision désespérée. Il va charger personnellement à la tête de ses gardes du corps. 1000 nobles perses, l'élite de l'élite, tous montés sur des chevaux de Nisée, armés de javelots, de lances, d'épées. Si une charge de cavalerie peut briser la phalange spartiate, c'est celle-là. Mardonios éperonne son cheval. Ses gardes du corps le suivent dans un tonnerre de sabots. 1000 cavaliers chargent vers les lignes spartiates. Les lances perses s'abaissent. Les chevaux galopent à pleine vitesse. Le choc va être terrible. Mais les Spartiates ne bronchent pas. Pausanias a anticipé cette charge. Il a renforcé le centre de sa ligne avec ses meilleurs hommes. Les vétérans de Marathon, ceux qui ont vu les Perses avant, ceux qui savent que l'armure de bronze et la discipline peuvent arrêter même la cavalerie. La charge percute la phalange avec un bruit de métal froissé. Des hommes tombent des deux côtés. Des chevaux s'empalent sur les lances grecques, projetant leurs cavaliers au sol. D'autres cavaliers réussissent à enfoncer partiellement la ligne, créant des brèches. C'est le moment le plus dangereux. Si la phalange se brise, c'est la déroute assurée. Mais les Spartiates colmatent immédiatement les brèches. Les rangs arrière avancent, remplacent les morts, repoussent les cavaliers. Le combat se transforme en mêlée confuse. Partout, on se bat au corps à corps. Les Perses se battent avec une bravoure incroyable. Ils refusent de reculer. Certains saisissent les lances grecques à main nue pour tenter de les briser. D'autres se jettent littéralement sur les boucliers spartiates, essayant de renverser les hoplites par leur poids. Mardonios est au cœur de la bataille. Sur son cheval blanc, visible de loin, il encourage ses hommes, distribue les coups, cherche un point faible dans la ligne ennemie.
C'est alors qu'une lance spartiate jaillit du chaos. Personne ne saura jamais qui l'a lancée. Un spartiate anonyme peut être Arimneste d'après certaines sources, un homme dont le nom sera à peine retenu par l'histoire alors qu'il vient de changer le destin du monde. La lance frappe Mardonios en pleine tête. Le casque du général se fend sous l'impact, le fer pénètre dans le crâne. Mardonios bascule de son cheval, mort avant de toucher le sol. Ses gardes du corps se jettent sur le cadavre pour le protéger, mais il est trop tard, le chef est mort. Le cerveau de l'armée perse vient d'être arraché. La mort de Mardonios se propage à travers les rangs perses comme une onde de choc. Au début, certains refusent d'y croire. Puis le doute s'installe, puis la panique. Une armée sans général, c'est un navire sans gouvernail. Les immortels, l'élite qui combattait autour de Mardonios, commencent à reculer. Pas une retraite organisée, juste un repli instinctif pour échapper au carnage. Le reste de l'armée perse voit l'élite reculer et se met à fuir. C'est la contagion de la peur. En quelques minutes, une armée entière se transforme en foule affolée. Les hommes jettent leurs armes, leurs boucliers, tout ce qui peut les ralentir. Ils courent vers le camp fortifié, vers ce qui leur semble un refuge. Les Spartiates les poursuivent. Mais les hoplites ne sont pas faits pour la course, leur armure pèse trop lourd. La cavalerie perse, encore intacte, couvre la retraite de l'infanterie. Elle charge les Spartiates qui s'aventurent trop loin, les force à se regrouper. Les Perses réussissent à se réfugier dans leur camp, des dizaines de milliers d'hommes entassés derrière les palissades de bois. Pausanias arrive devant le camp avec ses Spartiates. Les Perses ont fermé les portes, renforcé les défenses. Des archers tirent depuis les remparts. La situation est devenue un siège improvisé. Les Spartiates ne sont pas des spécialistes de la poliorcétique, l'art de prendre les villes. Ils excellent en bataille rangée, pas en assaut de fortification. C'est alors que le reste de l'armée grecque arrive enfin. Le centre, qui s'était retrouvé près de Platée, a entendu les bruits de la bataille et est revenu au pas de course. Les Athéniens, après avoir vaincu les Thébains dans leur propre combat, se joignent à l'assaut. Les Miliégariens, les Corinthiens, tous les contingents convergent vers le camp perse. Les Grecs lancent l'assaut contre les palissades. C'est un combat féroce. Les Perses se défendent avec l'énergie du désespoir. Ils poussent des échelles, jettent des pierres, tirent des flèches. Mais les Grecs sont trop nombreux et surtout, ils sont galvanisés par la victoire. L'odeur du sang est dans l'air. La soif de vengeance aussi. Ce sont finalement les Athéniens qui perçant les défenses. Habitués au siège, plus flexibles dans leur tactique que les rigides Spartiates, ils trouvent un point faible dans les palissades et s'y engouffrent. Une fois la première brèche ouverte, le camp ne peut plus tenir. Les Grecs déferlent à l'intérieur. Ce qui suit est un massacre. Les Perses, piégés dans leur propre camp, n'ont nulle part où fuir. Ils tentent de se défendre, mais sont submergés. Les Grecs, après des semaines de tension, de peur, de privation, laissent exploser leur rage. Ils tuent méthodiquement, sans pitié. Des milliers de Perses périssent dans le camp. Hérodote rapporte que sur les 70 000 Perses engagés, seuls 3 000 survivent. Artabase, le général qui avait exprimé des doutes sur l'attaque, voit le désastre depuis sa position. Avec ses 40 000 hommes, il aurait pu intervenir, tenter de sauver la situation. Mais il choisit de ne rien faire. Peut-être pense-t-il que tout est perdu de toute façon. Peut-être voyait-il cette bataille comme l'occasion de se débarrasser de Mardonios, son rival. Quoi qu'il en soit, il ordonne à ses troupes de se retirer. Ils partent vers le nord, remontent vers l'Hellespont, abandonnant leurs camarades à leur sort. Au coucher du soleil, la bataille de Platée est terminée. Le champ de bataille est jonché de cadavres. L'armée perse, la plus grande force jamais assemblée pour envahir la Grèce, a cessé d'exister. Les Grecs, incrédules, réalisent lentement qu'ils ont gagné. Contre toute attente, malgré les erreurs, les pannes, la désorganisation, ils ont remporté une victoire totale. Le lendemain de la bataille, les Grecs commencent à recenser les morts et à inventorier le butin. Les pertes grecques sont relativement légères. Les Spartiates ont perdu environ 100 hommes, les Athéniens 52. D'autres contingents ont également subi des pertes, mais comparés au carnage perse, c'est presque dérisoire. Les Perses, eux, ont laissé des milliers de cadavres sur le champ de bataille et dans leur camp. Le camp perse est une mine de trésors.
Mardonios et son état-major avaient apporté tout le luxe de la cour achéménide. Les tentes sont ornées de tapis précieux, de tentures de soie, de meubles incrustés d'or et d'ivoire. La tente de Mardonios lui-même est un palais portatif. Les Grecs, habitués à la frugalité, à dormir sur le sol dur, à manger du pain noir et des olives, découvrent un monde de richesses inimaginables. Pausanias, pour faire une démonstration, ordonne aux cuisiniers perses survivants de préparer un banquet comme ils le feraient pour leur maître. Puis il fait préparer un repas spartiate typique, du bouillon noir, du pain d'orge, quelques oignons. Les deux banquets sont exposés côte à côte. Pausanias éclate de rire, montrant l'absurdité de la situation. Voyez la folie de Mardonios. Il avait tout cela. Et il est venu nous prendre notre misère. Le butin est immense. De l'or, de l'argent, des armes magnifiquement ouvragées, des chevaux de race, des esclaves. Les Grecs décident de partager selon des règles strictes. Un dixième est mis de côté pour les dieux, offert en remerciement au temple. Le reste est divisé entre les cités selon leur contribution. Les Spartiates, qui ont porté le poids le plus lourd du combat, reçoivent la plus grande part. Pausanias lui-même est récompensé avec une part 10 fois supérieure à celle d'un soldat ordinaire. Mais la vraie richesse n'est pas dans l'or ou l'argent. C'est dans ce qui ne se trouve pas sur le champ de bataille, Xerxès lui-même. Le grand roi est en Asie, impuissant, forcé d'accepter que ses ambitions de conquête ont échoué. L'armée qu'il avait laissée pour achever la conquête de la Grèce a été anéantie. Les cités grecques, ces petites polies qu'il méprisait, ont vaincu le plus grand empire du monde connu. La nouvelle de la victoire se répand à travers la Grèce. À Athènes, les réfugiés à Salamine pleurent de joie. Leur ville peut être reconstruite maintenant. Les Perses ne reviendront pas. À Corinthe, à Mégare, à Égine, partout c'est la liesse. Les cloches sonnent dans les temples. Des sacrifices sont offerts aux dieux. Mais il reste une question. Que faire de Thèbes? La cité béotienne a choisi le camp perse. Ces hoplites ont combattu contre leurs compatriotes grecs à Platée. C'est de la trahison. Et la trahison doit être punie. Pausanias marche sur Thèbes avec son armée. La ville, sachant qu'elle ne peut pas résister, ouvre ses portes. Pausanias exige la livraison des chefs du parti pro-perse. 20 hommes sont arrêtés, jugés sommairement et exécutés. Thèbes conserve son indépendance, mais perd son influence pour les années à venir. Le même jour que la bataille de Platée, selon Hérodote, une autre bataille se déroule de l'autre côté de la mer Égée. À Mycale, sur la côte d'Asie mineure, la flotte grecque attaque le camp naval perse. Les Perses, déjà démoralisés par les nouvelles de Platée, ne résistent pas longtemps. La flotte perse est détruite. En un seul jour, les Perses perdent leur armée de terre et leur puissance navale. Les guerres médiques sont terminées. La bataille de Platée ne met pas seulement fin aux guerres médiques, elle transforme profondément l'équilibre du pouvoir en Méditerranée orientale. L'empire perse, qui semblait invincible, a montré qu'il pouvait être vaincu. Les petites cités grecques, divisées, querelleuses, ont prouvé que l'unité, même temporaire, même fragile, pouvait accomplir l'impossible. Pour Sparte, c'est l'apogée. La cité austère du Péloponnèse est reconnue comme la plus grande puissance militaire terrestre de Grèce. Ses hoplites, déjà redoutés avant Platée, deviennent légendaires. Pendant des décennies, aucune cité grecque n'osera défier Sparte sur un champ de bataille. Pausanias, le vainqueur de Platée, devient l'homme le plus célèbre de Grèce, son nom prononcé avec respect et admiration. Mais le caractère de Pausanias va le trahir. L'année suivante, commandant une expédition pour libérer Chypre et Byzance, il se comporte comme un potentat oriental. Il s'habille à la mode perse, adopte le faste des satrapes, traite les alliés grecs avec arrogance. Des rumeurs circulent. Il négocierait secrètement avec Xerxès. Il aurait des ambitions de tyrannie. Sparte, toujours méfiante envers ses généraux victorieux, le rappelle et le juge pour trahison. Pausanias est acquitté faute de preuves, mais sa carrière est brisée. Il retourne à Byzance en aventurier, puis finit par être accusé d'avoir fomenté une révolte des Ilotes. Il se réfugie dans un temple où les Spartiates l'emmurent vivant. Il meurt de faim, seul, abandonné. Thucydide dira de lui et de Thémistocle qu'ils furent les plus illustres des Grecs de leur temps, mais tous deux connurent des fins tragiques. Athènes, de son côté, sort également transformée de Platée.
La cité a prouvé qu'elle pouvait aligner une armée de terre respectable, pas seulement une flotte, mais c'est sur mer qu'Athènes va construire sa puissance. Profitant du retrait relatif de Sparte après le scandale Pausanias, Athènes prend la tête de la Ligue de Délos, une alliance navale censée continuer la guerre contre la Perse. La Ligue devient progressivement un empire athénien, avec Athènes collectant le tribut, imposant sa volonté, transformant des alliés en sujets. Cette montée en puissance d'Athènes inquiète Sparte. Les deux cités, alliées à Platée, deviennent rivales. Les tensions s'accumulent pendant des décennies avant d'exploser dans la guerre du Péloponnèse, un conflit fratricide de 27 ans qui épuisera toute la Grèce. Thucydide, historien de cette guerre, écrira que la vraie cause, bien que non avouée, était la croissance de la puissance athénienne et la peur qu'elle inspirait à Sparte. Mais au-delà des calculs politiques et des rivalités, Platée a une signification plus profonde. La bataille sauve la Grèce classique au moment où elle est sur le point de naître. Quelques mois après Platée, Éschyle présente à Athènes sa tragédie « Les Perses », la seule tragédie grecque survivante qui traite d'événements contemporains. La pièce, jouée devant un public qui a vécu l'invasion, décrit la bataille de Salamine du point de vue perse, montrant l'hybris de Xerxès, puni par les dieux. C'est le début d'un âge d'or culturel sans équivalent. Dans les décennies qui suivent Platée, Athènes devient le centre intellectuel du monde grec. Périclès construit le Parthénon sur l'Acropole, remplaçant les temples brûlés par les Perses. Sophocle et Euripide écrivent leurs tragédies. Hérodote compose ses histoires. Première tentative d'écrire une histoire rationnelle plutôt que mythologique. Socrate philosophe sur l'agora, questionnant les certitudes, cherchant la vérité à travers le dialogue. Tout cela n'aurait pas été possible sans Platée. Si les Perses avaient gagné, la Grèce serait devenue une satrapie de l'empire achéménide. La démocratie athénienne aurait été remplacée par le despotisme oriental. Les temples auraient été dédiés à Ahura Mazda plutôt qu'à Zeus. La philosophie grecque, la tragédie, l'histoire, toutes ces innovations intellectuelles n'auraient jamais vu le jour ou auraient pris des formes radicalement différentes. 2500 ans plus tard, nous vivons toujours dans un monde façonné par cette bataille. La civilisation occidentale, dans ses fondements, est grecque. Notre philosophie remonte à Socrate, Platon, Aristote. Notre démocratie, bien qu'imparfaite, s'inspire d'Athènes. Notre littérature puise dans Homère, Sophocle, Euripide. Notre architecture cite le Parthénon. Notre science descend de la pensée rationnelle grecque qui cherchait des explications naturelles plutôt que surnaturelles aux phénomènes. Tout cela a failli ne jamais exister. En août 479 avant Jésus-Christ, le destin de l'Occident s'est joué en quelques heures sur une plaine béotienne. 40 000 Grecs, divisés, mal coordonnés, manquant de nourriture et d'eau, ont vaincu une armée perse 3 fois supérieure en nombre. Ce n'était pas inévitable. Sans l'erreur de Mardonios, sans la lance qui a tué le général perse, sans le courage désespéré des Spartiates tenant leur ligne contre des charges répétées, l'histoire aurait pu basculer de l'autre côté. Platée nous rappelle aussi la fragilité des empires. L'empire perse d'Xerxès semblait invincible. Il s'étendait de l'Inde à l'Égypte, de l'Asie centrale à la Méditerranée. Ses armées comptaient des centaines de milliers d'hommes. Sa flotte dominait les mers. Ses richesses étaient inépuisables. Et pourtant, il a été arrêté par des cités, États grecs qui, mis ensemble, représentaient à peine 1/100 de sa population et de ses ressources. La leçon que les Grecs en ont tirée est celle de l'arrêté, l'excellence et de la liberté. Les hoplites grecs combattaient pour leur cité, pour leur famille, pour leur terre. Les soldats perses combattaient pour un roi qu'ils voyaient rarement, pour un empire qui leur était étranger. Cette différence de motivation, selon les Grecs, expliquait la victoire. Les hommes libres, disaient-ils, se battent mieux que les esclaves. C'est une explication partielle, probablement biaisée. Les Perses n'étaient pas des esclaves, et ils ont combattu avec courage à Platée. Mais il y a une part de vérité dans l'idée que la liberté, ou du moins le sentiment de se battre pour quelque chose qui vous appartient, donne une force supplémentaire. Les Grecs défendaient leur mode de vie, leur autonomie, leur droit à se gouverner eux-mêmes. Cette conviction les a rendus redoutables. Platée est aussi une leçon de stratégie militaire. Pausanias a gagné en grande partie parce qu'il a su exploiter le terrain,
en forçant les Perses à se battre sur un champ de bataille qui annulait leurs avantages. La phalange hoplitique, sur un terrain accidenté, était presque invincible contre l'infanterie légère et la cavalerie perse. En terrain plat, le résultat aurait pu être différent. La géographie, autant que le courage, a déterminé l'issue. La bataille montre également l'importance du leadership. Mardonios était un général expérimenté et talentueux. Mais il a commis une erreur d'appréciation fatale en lançant son attaque contre ce qui semblait être une retraite grecque désorganisée. Il a agi impulsivement, emporté par l'excitation de voir son ennemi apparemment en fuite. Cette impulsivité lui a coûté la vie et à son armée la défaite. Pausanias, au contraire, a gardé son sang-froid dans une situation désespérée. Isolé avec 11 000 hommes face à une armée perse 10 fois supérieure, il aurait pu paniquer, ordonner une retraite précipitée qui se serait transformée en déroute. Au lieu de cela, il a maintenu la discipline, formé sa phalange et attendu le moment opportun. Cette patience, cette confiance dans la formation et l'entraînement de ses hommes a fait la différence. La bataille démontre aussi la valeur de l'entraînement et de la discipline. Les Spartiates passaient leur vie à s'entraîner pour la guerre. Depuis l'âge de 7 ans, ils ne faisaient presque rien d'autre. Cette préparation intensive en faisait les meilleurs fantassins du monde ancien. À Platée, cette supériorité technique a compensé l'infériorité numérique. Un Spartiate bien entraîné, équipé d'une armure de bronze complète et combattant en formation, valait plusieurs soldats perses, aussi courageux soient-ils. Enfin, Platée illustre le rôle du hasard dans l'histoire. La lance qui a tué Mardonios aurait pu rater. Le général perse aurait pu survivre, maintenir la cohésion de son armée, être même remporter la victoire. Les Athéniens auraient pu arriver trop tard pour secourir les Spartiates. Le repli nocturne des Grecs aurait pu mieux se passer, les privant de l'élément de surprise qui a poussé Mardonios à attaquer prématurément. L'histoire pivote parfois sur des détails minuscules. En ce matin d'août 479 avant Jésus-Christ, quand le soleil s'est levé sur la plaine de Platée jonchée de cadavres perses, un monde nouveau est né. La Grèce a survécu. La liberté des cités, États a été préservée. L'invasion perse, qui avait commencé avec les ambitions de Darius et s'était poursuivie avec l'obsession vengeresse de Xerxès, s'est brisée définitivement sur les lances spartiates et la ténacité athénienne. Les conséquences de cette victoire résonnent encore aujourd'hui, sans Platée. Il n'y aurait pas eu 500e siècle de Périclès, pas de Parthénon, pas de tragédie de Sophocle. Socrate n'aurait pas questionné les Athéniens sur l'agora, Platon n'aurait pas fondé son académie, Aristote n'aurait pas enseigné à Alexandre. La philosophie occidentale, la science, la démocratie, tout ce qui définit notre civilisation aurait été étouffé dans l'œuf. L'ironie veut que les Grecs, après avoir repoussé l'empire perse, aient passé les décennies suivantes à se déchirer entre eux. La guerre du Péloponnèse a ravagé la Grèce, épuisant Athènes et Sparte, ouvrant la voie à la conquête macédonienne par Philippe puis Alexandre. Mais même cette tragédie a produit des fruits. Alexandre a porté la culture grecque jusqu'aux confins du monde connu, créant la civilisation hellénistique qui a fusionné les traditions grecques et orientales. Platée nous rappelle que les tournants de l'histoire ne sont pas toujours visibles sur le moment. Les hoplites grecs qui ont combattu ce jour-là ne s'avèrent pas qu'ils défendaient plus que leur cité. Ils défendaient une idée, une façon de penser, un monde de questions plutôt que de certitudes imposées. Ils défendaient le droit de débattre sur l'agora, de voter à l'Assemblée, de questionner les dieux et les traditions. Cette bataille entre 40 000 Grecs et une armée perse 3 fois supérieure n'était pas qu'un affrontement militaire. C'était le choc de 2 visions du monde, l'une centralisée, hiérarchique, où le pouvoir absolu du roi s'étendait sur des millions de sujets, l'autre décentralisée, chaotique, où chaque cité était souveraine et chaque citoyen avait son mot à dire. La victoire grecque a permis à ce second modèle de survivre et de prospérer. L'histoire aurait pu basculer autrement. Si Mardonios avait été plus prudent, si Pausanias avait paniqué, si la lance fatale avait raté sa cible, nous vivrions peu, être dans un monde différent. Un monde où la pensée aurait été dirigée par des prêtres plutôt que des philosophes, où l'art aurait célébré la gloire des rois plutôt que la beauté de la forme humaine, où le débat aurait été remplacé par l'obéissance. Mais ce jour-là, sur la plaine de Platée, l'histoire a choisi un autre chemin.
40 000 Grecs, tenant bon contre le nombre, ont fait naître l'Occident. Leur victoire n'était pas parfaite, les Grecs n'étaient pas des saints, leur démocratie excluait les femmes et reposait sur l'esclavage. Mais ils ont ouvert une voie nouvelle, celle de la raison, du débat, de la recherche de la vérité par le questionnement plutôt que par la révélation. C'est cet héritage qui se jouait à Platée. Et c'est pour cela que cette bataille, aussi lointaine soit-elle, résonne encore à travers les siècles. Elle nous rappelle que la liberté n'est jamais acquise, qu'elle doit être défendue, parfois au prix du sang. Elle nous montre que le courage et la détermination peuvent surmonter le nombre. Elle nous enseigne que les petits peuples, unis par une cause commune, peuvent vaincre les grands empires. Voilà ce qui s'est passé en août 479 avant Jésus-Christ, près d'une petite ville béotienne dont le nom, Platée, résonne encore 25 siècles plus tard comme le cri de victoire d'une civilisation naissante.